Les résultats de Visa et de MSCI sont sortis la semaine dernière. Donc MSCI il a sorti son Q3, donc son troisième trimestre, et Visa a sorti son quatrième trimestre. On va aller voir ça ensemble. Donc j'avais déjà fait une analyse de MSCI, vous pouvez aller la voir directement. Donc c'est là vraiment on détaille tout, hein. Je vais vous mettre rapidement la mind map, c'est là où vraiment on voit tout le business. On voit aussi le dernier quarter, donc là c'était le deuxième trimestre, et là justement on va voir les résultats du deuxième trimestre, enfin du troisième trimestre. J'ai pas fait une analyse de Visa par contre. On va voir un petit peu son business model, etc., etc. Et juste avant de commencer, il faut savoir que là, je suis en train de mettre en place un portefeuille que vous allez pouvoir suivre. Donc en gros, ça va être mon portefeuille que vous allez pouvoir suivre. Alors, je suis pas vraiment en train de structurer l'offre parce que l'offre existait déjà. En fait, c'était une offre qu'on avait déjà avec Joe de Boursogramme. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est, on a fait un live récemment ensemble. Et en fait, c'était un portefeuille qu'on avait directement dans notre programme de formation, donc l'académie de Boursogramme. Et en fait, là, ce portefeuille-là, on va l'externaliser. Donc on va élargir l'offre et on va la sortir de notre programme de formation, ce qui fait que les personnes qui sont dans la formation pourront avoir toujours accès, mais on va aussi donner cet accès-là aux personnes, pour les personnes qui veulent rejoindre ce portefeuille-là. On va le donner, on va enlever, on va dire, l'exclusivité sur l'académie, et les personnes pourront rejoindre ce portefeuille-là tout en ne faisant pas partie, on va dire, de l'académie. Donc là, je suis un peu en train de tout restructurer. Donc au niveau de l'offre, au niveau des vidéos que vous allez avoir accès à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a déjà plus d'une quinzaine d'heures de contenu déjà préparé. Et en fait, voilà, tout ce qui est suivi, etc., et même au niveau du portefeuille, du suivi du portefeuille, parce qu'il faut savoir que avant, en fait, moi, je traquais pas en fait mes performances, et avant, c'était un portefeuille, le portefeuille de l'académie, c'était le portefeuille de l'académie, c'était pas mon portefeuille. Aujourd'hui, on va tout basculer sur mon portefeuille. Il faut savoir que moi, je traquais pas du tout mes performances parce qu'en fait, j'étais sur plusieurs courtiers à la fois et j'avais pas du tout, enfin, j'utilise pas des outils comme par exemple Portfolio Performance comme on a aujourd'hui, que j'utilise aujourd'hui pour traquer mes performances, j'utilisais pas du tout en fait. Et même sur Interactive Broker, avant j'étais pas sur Interactive Broker. Faut savoir que sur Interactive Broker, donc le plus gros courtier aujourd'hui qui existe, on peut directement avoir accès à nos performances, etc., etc. Et moi j'étais pas sur Interactive Broker, ce qui fait que je pouvais pas savoir connaître, on va dire, en détail mes performances. Et j'ai tout rebasculé directement, toutes mes transactions depuis 2021-2022 pour justement connaître mes performances. D'ailleurs, j'ai envoyé un mail par rapport à ça, où notamment l'année où j'ai commencé vraiment à massivement investir, j'ai fait plus 60% par rapport au S&P 500, notamment parce que j'avais investi dans des small caps chinoises, etc. Donc j'avais envoyé un mail par rapport à ça. D'ailleurs, inscrivez-vous à ma newsletter si vous n'êtes pas toujours inscrit. Et donc en fait là, on est en train de tout restructurer. Il faut savoir que là, depuis le début de l'année, on est à plus 45. Bon, on va voir ensemble. On est à plus 45%, plus 44% par rapport au S&P 500 qui est à plus 29% depuis le début de l'année. Donc l'objectif de ce portefeuille, c'est simple, c'est de battre le marché tout en étant plus résilient en temps de crise, en ayant notamment des small caps, des mid caps du monde entier, pour être à la fois plus décentralisé au niveau du risque et aussi plus résilient en temps de crise. Et donc voilà. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant sur YouTube ou même sur LinkedIn et même sur directement par mail. Donc d'ailleurs, inscrivez-vous à ma newsletter, c'est là où vraiment j'envoie pas mal d'infos et j'apporte pas mal de valeur, en plus de YouTube et de LinkedIn. Et donc voilà. Donc maintenant, on va directement passer aux résultats. Donc on va commencer par Visa. Donc Visa, très rapidement, le business de Visa, étant donné que j'ai pas fait une analyse dessus, on va voir très très rapidement ce qu'ils font. Donc c'est simplement, en fait, ils vont gagner de l'argent en prenant des commissions sur toutes les transactions qui passent par son réseau informatique. Donc il y a notamment Visa et Mastercard. C'est vraiment un duopole qui est très reconnu. Et donc en fait, ce qui va vraiment jouer sur on va dire, les revenus de Visa, ça va être les volumes de transactions que vont traiter, on va dire, ces réseaux. Et donc là, en fait, on a les volumes de transactions à la fois Mastercard et Visa. Pour comparer, j'ai mis un petit peu, donc depuis 2012, on voit que depuis 2012, on a une croissance des volumes de transactions de 8% par an pour Visa, et en gros pour Mastercard, on est à 8,5%, donc légèrement plus élevé. Il faut savoir que Mastercard a une croissance légèrement plus grande que Visa, mais elle est beaucoup plus chère par contre, donc c'est un peu l'avantage et la contrainte qu'il y a sur Mastercard. Mastercard, c'est à peu près un PER de 40 pour vous dire, donc c'est assez élevé. Et Visa, aujourd'hui, on a quand même bien augmenté depuis justement ces résultats, mais on est quand même moins cher que Mastercard. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de transactions. On a les transactions de paiement qui vont représenter tout ce qui est virement, carte, etc. Et ensuite, on va avoir les transactions par cash. Et les transactions par cash, ça va être notamment tout ce qui est chèque, etc., etc. Et on voit que c'est là où on a le moins de croissance, là où on a le plus de croissance, ça va être justement les transactions de paiement. Et là, c'est en milliards. Il faut savoir que c'est en milliards, donc on a 13 en fait trillions
Donc si on prend le total, justement là c'est le total, donc c'est à la fois les transactions de paiement et les transactions de cash, on est à peu près à 15 000 milliards, donc 15 trillions, quasiment 16 trillions de dollars de volume de transactions traitées. Ils vont prendre un pourcentage justement sur toutes ces transactions. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait c'est vraiment des revenus récurrents, hein. Tous les jours les consommateurs vont utiliser des cartes, et donc forcément eux ils vont avoir des revenus tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un business model très ingénieux. Et donc là on a l'augmentation de son chiffre d'affaires, donc grosse croissance du chiffre d'affaires, on est à plus quasiment 11%, et on a une croissance du free cash flow qui est largement supérieure à celui du chiffre d'affaires. Donc ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'on a une augmentation des marges du free cash flow, et on voit qu'en fait on passe donc on est 21% de croissance, 21% par an de croissance de croissance du free cash flow. Et en fait par rapport aux marges, on voit que par exemple en 2010 on était à peu près à des marges aux alentours de 30, 40% dans les plus grosses années, mais là on va dire qu'on est passé sur des niveaux de marge qui sont vraiment incroyable. On est au-dessus de 60%, alors là on est légèrement plus faible, on est aux alentours des 57%, mais en moyenne on tourne aux alentours de 55, à 60%, ce qui est, en fait on a doublé en fait les marges, ce qui fait que si vous doublez les marges, forcément vous faites 2 fois plus de cash sans forcément augmenter votre chiffre d'affaires derrière. Donc c'est pour ça que c'est très important et très intéressant. Et d'ailleurs il faut savoir que les marges de Visa sont largement supérieures aux marges de Mastercard, ce qui fait que Mastercard, certes ils ont une marge, c'est-à-dire une marge de manœuvre dans le sens où ils peuvent augmenter encore leur marge pour, on va dire, atteindre celle de Visa, mais aujourd'hui Visa c'est l'entreprise qui a le plus de marge. Aujourd'hui on est à 60% de marge du free cash flow, ce qui est quand même juste vraiment impressionnant. Et sinon par rapport aux chiffres, donc aux résultats, on a eu une augmentation du bénéfice par action de 17%, ce qui est juste énorme. On a une augmentation aussi des revenus, donc lors du quatrième trimestre de 12%. Sur toute l'année, ça donne, parce que l'exercice fiscal de Visa s'est terminé justement ce trimestre, on a une augmentation de 10% des revenus, ce qui est très bon, une augmentation donc du bénéfice par action de 17%, donc encore une fois c'est très bon. Donc ensuite, comme on a vu, on a une augmentation donc des volumes de paiement, donc de plus 6% et plus 7% sur 12 mois, une augmentation des volumes de paiement à l'étranger, donc c'est en fait c'est le cross-border volume ici. On a une augmentation donc sur de plus 13%, donc c'est marqué ici, et en nominal, c'est plutôt en nominal, pas en constante, et sur 15% sur toute l'année, ce qui est très bon. Et ensuite on a une augmentation aussi des volumes de transactions. Là c'est pas le cash directement, mais c'est le nombre de transactions, et on est sur une augmentation de plus 10% sur le quarter, donc sur le trimestre, et plus 10% sur 12 mois, donc vraiment une croissance à 2 chiffres, ce qui est vraiment très très bon. Ensuite au niveau des cash flows, donc c'est là vraiment où c'est très très important, parce que même si le bénéfice comptable augmente, si derrière le cash flow n'augmente pas, là pour le coup c'est vraiment pas bon, parce que justement le cash flow c'est vraiment les entrées, les volumes de cash qui sont encaissés, donc c'est vraiment l'argent qui est encaissé par l'entreprise. Si vous enregistrez un bénéfice qui est comptable mais que vous l'encaissez pas vraiment en trésorerie, pour le coup c'est vraiment problématique. Et là pour le coup ce qu'on observe, c'est que dans le tableau des flux de trésorerie de Visa, on voit qu'on n'a pas une augmentation de son cash flow. Donc là on voit le cash provenant des opérations, donc des activités opérationnelles, on voit qu'on a 19 milliards, donc quasiment 20 milliards, voir que justement l'année d'avant, en 2023, on était à peu près à 21 milliards, donc on a une légère diminution, donc pas d'augmentation, alors que pourtant on a augmenté notre bénéfice, et le bénéfice par action, on voit que le bénéfice, donc le net income juste ici, on est à quasiment 20 milliards, alors qu'en 2023, on était à 17 milliards. Et ça, c'est dû justement à ce qu'on appelle les client incentives. Donc juste ici, je l'ai mis. En fait, ça représente des remises, des rabais, aussi des paiements que va effectuer Visa justement à ses partenaires financiers. Donc tout ce qui est banques et institutions financières qui vont être émettrices de cartes, et aussi à des commerçants. Et le but, ça va être de favoriser, on va dire, ils vont payer sous forme en gros de rétrocommission ou de rabais, etc., pour favoriser l'adoption des cartes Visa, et donc que plus de consommateurs utilisent des cartes Visa et donc passent par le réseau informatique de Visa pour que Visa récupère une commission. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous prenez dans le chiffre d'affaires de Visa, vous allez avoir le chiffre d'affaires brut en gros et le chiffre d'affaires net. Et le chiffre d'affaires net, ça va être le chiffre d'affaires moins justement les client incentives, donc cette charge-là. Il faut savoir que c'est pas une charge qui est 100% décaissable. C'est-à-dire que là en fait, dans le tableau des flux de trésorerie, on retrouve 13 milliards de client incentives qu'on va venir ajouter dans les tableaux des flux de trésorerie, parce que toutes les charges ne sont, c'est pas une charge qui est à 100% décaissable. Et ensuite, on va venir justement en bas ajouter le montant qui a été réellement décaissé pour payer ces institutions financières qui sont partenaires de Visa. Et en gros, ce que j'ai mis ici, c'est que on va venir ajouter ça parce que c'est pas une charge qui est, on va venir l'ajouter donc dans le tableau des flux de trésorerie parce que c'est pas une charge qui est 100% décaissable. Donc ce chiffre-là, ça va être le chiffre que vous allez avoir dans le compte de résultat. On va venir l'ajouter dans les tableaux des flux de trésorerie parce que justement c'est pas à 100%.
décaissable, et ensuite on va venir retirer la part qui a été réellement sortie pour justement payer justement ces institutions financières. Et je l'ai mis juste ici, ce n'est pas une charge 100% décaissable au moment où elle est comptabilisée, donc on l'ajoute dans les tableaux des flux de trésorerie et on retire ensuite le montant qui a réellement été payé dans les sections en dessous. Parce que par exemple, on peut déclarer comptablement, on peut déclarer qu'on va payer à peu près 13 milliards ou 14 milliards, notamment ce qui a été fait ici, mais derrière, par exemple, ces 13 14 milliards, ils peuvent être contractualisés par exemple sur 5 ans, et ce qui fait que comptablement on a dit qu'on allait payer 13 milliards, mais ensuite la réelle sortie de trésorerie qui a été vraiment payée en 2024, c'est pas forcément les 13 milliards, parce qu'il y a une partie des 13 milliards qui sera peut-être versée dans 1 an, dans 2 ans, etc., etc. Et donc en gros, justement, pour revenir au cash flow opérationnel, on voit qu'on a en fait ici en 2023, on a eu 12,3 milliards qui ont été déclarés en client incentive, mais derrière il y a que 11 milliards qui ont été vraiment décaissés, ce qui fait qu'il y a en fait un gain qui est, on va dire, un peu exceptionnel, qui est de 1,3 milliard. Donc en gros, là, on devrait, pour corriger le tir, on devrait enlever 1,3 milliard ici. Et ici, justement, c'est l'inverse. On a eu plus de client incentives qui ont été sortis réellement de la trésorerie, plutôt que ce qui a été vraiment déclaré dans le compte de résultat. Ce qui fait que là, en gros, on devrait rajouter plutôt à peu près 300 millions, et là, on devrait retirer 1,3 milliard, ce qui fait qu'en gros, on a à peu près une différence qui devrait être de 1,6 milliard. Donc là, en gros, on devrait rajouter 1,6 milliard, et là, on devrait, du coup, enlever 1,3 milliard, et là, on devrait rajouter 300 millions, ce qui fait qu'il y aurait un décalage, et donc, normalement, il devrait y avoir de la croissance. Mais ça, c'est en fait, on va dire que c'est temporaire, hein. Les client incentives, parfois, on va réellement payer, on va avoir une sortie de trésorerie qui va être plus grande par rapport à notre charge, etc. Donc faut comprendre que c'est pas grave, c'est temporaire, et que globalement, ça pose pas de soucis, on va dire, sur le court terme. Donc certes, il y a une baisse du cash flow, mais il faut savoir que c'est pas dramatique, il y a aucun problème par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la valorisation, donc comme d'habitude, j'ai fait une petite valorisation avec les multiples et aussi avec le DCF. Donc en gros, pour ce qui est des multiples, donc aujourd'hui, donc là en fait je suis sur directement le PFCF, donc Price to Free Cash Flow, on est à 30, donc là je crois que ça prend pas en compte directement la poussée qu'on a eue sur Visa, donc je vais peut-être aller voir directement avec vous sur TradingView. Donc voilà, on est à 37, le réel Price to Free Cash Flow il est à 37, ce qui fait que on est clairement aujourd'hui sur un prix qui est extrêmement élevé. Selon moi, je paye pas au-dessus de 26, 27, voire 28 fois maximum les bénéfices pour Visa. Je trouve, même 25, je dirais, 25, 26 maximum. Aujourd'hui, on a 37. Donc certes, on a 37 parce que justement, on a une baisse du free cash flow à cause de justement ce que je vous ai dit juste avant. Mais aujourd'hui, on est beaucoup trop élevé. Personnellement, je payerais pas Visa à ce prix-là. Donc ensuite, j'ai fait un petit DCF comme d'habitude, donc un scénario pour ces 10 prochaines années de 7%, scénario pessimiste de 7% par an du free cash flow, ensuite 10% par an pour le scénario normal, et pour le scénario optimiste, on est à 12% par an. Et donc voilà, d'ailleurs par rapport au DCF, il y a quelqu'un sur LinkedIn qui m'a demandé si je pouvais partager justement comment est-ce que je fais le calcul. Donc faut savoir qu'il y a une vidéo sur la marge de sécurité où justement je vais expliquer comment est-ce que je fais tout ce qui est au niveau du calcul. Par contre, le fichier que j'utilise pour justement calculer la valeur intrinsèque, etc. Ça, pour le coup, on le réserve aux membres de notre formation, donc de l'Académie Boursogramme. Et donc ça, pour l'instant, on le donne pas, peut-être qu'on le donnera, je sais pas, mais ça paraît être une grosse valeur ajoutée, donc pour l'instant, on a décidé de pas le donner, mais en tout cas, je vais expliquer tout ça directement. Il y a la vidéo qui va sortir sur la marge de sécurité, qui va expliquer justement ce concept du DCF, donc le Discounted Cash Flow, donc en gros, la méthode des flux de trésorerie actualisés pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise. C'est la méthode qui est la plus... c'est la meilleure méthode pour calculer la valeur d'une entreprise. D'ailleurs, c'est ce que disait Warren Buffett aussi. D'un autre côté, c'est une méthode qui a quelques inconvénients, notamment le fait que ça repose sur énormément d'estimations, ce qui fait que globalement, pour que ce soit un peu plus réaliste, faut que ce soit des estimations qui soient pessimistes. Comme ça, voilà, on se donne une marge de sécurité. Et c'est ce que je fais à chaque fois personnellement. Je fais tout le temps 3 scénarios, et le scénario personnellement, je fais un scénario pessimiste, normal et optimiste, sachant que même en globalité, les scénarios ils sont pas très optimistes. C'est-à-dire que même le scénario optimiste, on pourrait vraiment aller plus loin. Pour les personnes qui sont plus optimistes sur Visa, on pourrait aller peut-être sur du 14-15% par an. Personnellement, je m'y engage pas, mais c'est quelque chose qui est que vous pouvez faire.
Mais en tout cas, tout sera expliqué directement dans la vidéo. En tout cas, aujourd'hui, par rapport justement à Visa, on a, personnellement, je vise un rendement de 12% par an, et globalement, on nous dit que la valeur intrinsèque pour un scénario normal, elle est aux alentours de 230 $. Donc voilà, personnellement, je paye pas, enfin, je commencerai à m'intéresser à Visa quand on atteindra ces niveaux-là. En attendant, aujourd'hui, je trouve que c'est pas du tout intéressant parce que le prix, le rendement que vous allez obtenir par rapport au prix payé, selon moi, il est vraiment pas intéressant, en tout cas pour un stock picker. Donc maintenant, on va passer aux résultats de MSCI. Donc MSCI, je vais rappeler très rapidement ce que c'est que le business. Globalement, ils font de l'argent à partir des indices qu'ils font. Donc le MSCI World, typiquement, c'est MSCI qui le produit, et ils vont faire de l'argent sur ça, donc via des abonnements et via ce qu'on appelle des ABF, donc des Asset Based Fees, donc ils vont prendre un pourcentage sur sur les indices qu'ils vendent. Ensuite, pareil, ils vont faire la même chose, ils vont vendre des stats, des datas sur l'ESG et le climat, pareil pour le segment Analytics, et pour le segment actifs privés, private assets. Donc de toute façon, tout est expliqué directement dans la vidéo d'analyse de MSCI. Je vais pas répéter. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez directement la retrouver sur ma chaîne. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux résultats. Donc pour ce qui est des résultats, justement, alors j'ai fait très rapidement les résultats les anciens résultats de du Q2 2024. Donc globalement, on avait une croissance de 14% des revenus. On avait une croissance organique de 10%. Donc je rappelle, la croissance organique est différente de la croissance globale, parce que la croissance globale, elle peut inclure des sociétés dont on va faire l'acquisition. Et ce qui fait que si par exemple on intègre une société dans la grosse société MSCI, forcément il y a des revenus qui vont venir se consolider. Donc globalement, ça augmente les revenus globaux, mais les revenus organiques sont tirés vraiment de MSCI, de l'entreprise MSCI. Et donc voilà. Donc en fait, là, on a la croissance. Donc c'était l'ancien quarter. Donc on avait une croissance de 14%, de 9,7% en organique, etc. On avait aussi racheté des actions. On a eu un très bon taux de rétention. Donc voilà. Donc plutôt vraiment des résultats qui étaient très bons. Là, aujourd'hui, par rapport à tout ça, on est sur un chiffre d'affaires qui augmente de 15,9% en globalité, mais de 11,1% en organique. Donc là aussi, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc très bonne croissance dans tous les cas. On est sur une croissance à 2 chiffres, ce qui est très bon. Ensuite, on a la marge opérationnelle qui est à 55,4%, ce qui est aussi très bon. Donc j'ai mis l'évolution ici de la marge opérationnelle depuis le Q1 2019. Donc on voit qu'on est à peu près stable, même en légère augmentation par rapport à 2019. Et si je reviens en arrière et que je mets la marge du free cash flow cette fois, pas seulement la marge du opérationnel, mais la marge du free cash flow, donc c'est entre autres la marge la plus importante. On est sur une marge en 2024 qui n'a jamais été atteinte par le passé, donc on est vraiment sur une croissance. On a doublé notre marge depuis 2011, et ça aussi je l'explique justement pourquoi dans l'analyse de MSCI directement. Et ensuite on a l'EPS, donc l'EPS c'est l'earning per share, donc en gros le BPA, donc le bénéfice par action. On a une croissance de 9,2%, donc très bon aussi. On a un taux de rétention de 94%, là aussi c'est très bon. Une croissance des abonnements de 15,4% et une croissance des ABF, donc des Asset Based Fees, donc le pourcentage qui va être pris sur leurs indices, etc., etc. On est à plus 19,5%. Il faut savoir que justement cette croissance des ABF est due à la fois au fait que ils vont rentrer. Il va y avoir de nouveaux entrants qui vont acheter des ETF, par exemple MSCI World, etc. Ce qui fait qu'ils vont recevoir, il va y avoir une augmentation des fonds, on va dire sous gestion. Et donc globalement, c'est pour ça que va y avoir une augmentation des ABF, mais il y a aussi l'augmentation du marché. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui, le troisième trimestre, il a eu une grosse augmentation, ce qui fait que le S&P 500, etc., le S&P 500, le MSCI World, le marché américain, le marché mondial, ils ont eu une grosse augmentation. Et ce qui fait que, en fait, on va aussi avoir une augmentation des ABF. Donc là aussi, c'est très intéressant. On profite à la fois, et ça je le disais aussi dans l'analyse, des inflows qui vont venir augmenter l'actif sous gestion, mais aussi de l'augmentation du marché boursier. En fait, le marché boursier, il augmente à long terme, donc forcément, on profite de cette croissance-là pour augmenter les revenus de MSCI. Pour ce qui est de la croissance par segment, on est là aussi sur de très bonnes croissances. Donc pour ce qui est de la croissance au niveau des indices, on est à 12% en organique et de croissance globale aussi 12%. Pour la partie Analytics, 12% aussi. Pour la partie ESG climat, on est à plus 15%, 11% en organique. Et pour ce qui est de la partie actifs privés, on est sur une croissance de 77%, donc là c'est parce qu'on avait fait une acquisition, je crois que c'était Burgis il me semble, et plus 1% en organique, donc globalement voilà, on est quand même sur des bonnes croissances. Après justement, c'est bien d'avoir de la croissance, mais encore une fois vous commencez à comprendre la chanson, à quel prix justement on paye cette croissance-là, c'est justement ce qu'on verra juste après. Ensuite, au niveau du run rate, donc le run rate, je rappelle, ça représente la projection des revenus de MSCI, parce que
aujourd'hui 97% des revenus de MSCI sont des revenus récurrents, donc soit des revenus par abonnement, soit des revenus justement via des ABF. Et en fait, on est donc, faut savoir que donc le run rate, ça représente la projection des revenus de MSCI sur les 12 mois suivants, en supposant que tous les contrats qui arrivent à terme pendant la période soient renouvelés. Donc voilà, donc sachant qu'ils ont un taux de rétention d'à peu près 95%, c'est pas déconnant d'avoir, c'est pas déconnant de projeter, on va dire, sur 12 mois, on va dire qu'on suppose que tous les contrats soient renouvelés parce qu'ils ont quand même un très bon taux de rétention, quoi. Pour ce qui est de la croissance du run rate, on est à plus 17%. Aujourd'hui, donc par rapport au Q3 2023, plus 17% en global, de manière globale, et 12% en organique, donc notamment avec la partie indice qui a augmenté de plus 15%, la partie analytics qui a augmenté de 8%, 7% d'organique, 7% pour le ESG climat et à peu près 2%, et donc 78% pour les actifs privés. Donc là aussi c'est bon. Et là on voit ensuite l'augmentation, justement le fait que les revenus de MSCI soient corrélés au fait que on va à la fois avoir les cash inflow, donc je l'ai mis juste ici, les cash inflow et outflow, donc le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui vont acheter par exemple des MSCI World, etc. Il va y avoir de nouveaux capitaux qui vont arriver, ce qui vont faire profiter MSCI. Et aussi on a à la fois l'augmentation du marché. Et en fait là on voit que donc on a le détail depuis 2008 et on voit qu'en 2024, donc on a la petite courbe verte ici, on a en fait la market appreciation, donc en gros l'appréciation du marché tout simplement, qui fait que en 2024 on a eu une augmentation de 225 milliards, voilà 225 milliards sur les actifs sous gestion de MSCI, et donc ce qui fait que on va augmenter les revenus, et donc ça c'est encore une fois très intéressant. Et on voit que à côté, par exemple, l'exemple le plus parlant pourrait être en 2022 où il y a une baisse des valeurs technologiques, on voit qu'on a eu une dépréciation du marché. Pour le coup, on a eu des revenus qui ont été moins intéressants durant cette période-là. Donc voilà, donc globalement le quarter, tout est bon, il y a de la croissance sur tous les segments, etc., etc. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on paye trop cher MSCI à l'heure actuelle? Aujourd'hui, on est à 32 fois les bénéfices, ce qui est quand même assez élevé. De toute façon, moi je vous avais déjà dit durant l'analyse de MSCI que j'étais assez dégoûté de pas avoir renforcé justement aux 440 $ quand on a eu le Q2, je crois que c'était dans le premier trimestre. Aujourd'hui, selon moi, c'est trop cher. On est à 32 fois les bénéfices, même si on a eu une croissance. Si on va voir la croissance de MSCI, elle est quand même vraiment folle. Si on regarde en annuel, on est quasiment, sur le dernier quarter, on a eu plus 44% sur le free cash flow, ce qui est quand même excellent. Donc voilà, donc on est quand même sur une croissance assez folle. Par contre, derrière, je trouve qu'on est quand même assez cher, et aujourd'hui, je trouve que la marge de sécurité sur MSCI, elle est quand même assez rognée, ce qui fait que on n'a pas, selon moi, on n'a pas beaucoup de marge de sécurité aujourd'hui sur cette valeur, en tout cas pas autant qu'on avait quand on était aux 450 $. Et en fait, j'ai fait un petit DCF pareil. Donc là c'était l'ancien DCF, l'ancien discounted cash flow, où on était, donc c'était durant l'analyse, où on était sur à peu près une fair value aux alentours de 404 $. Aujourd'hui, donc là c'était en comptant les stock-based compensation. Là, le nouveau DCF que j'ai fait, j'ai pas compté les stock-based compensation, ce qui fait que ça va forcément augmenter le prix. Et donc voilà, donc c'est aussi à la fois la croissance et le fait que j'ai pas intégré les stock-based compensation. On est à une fair value pour 12% par an en moyenne. Donc sur un scénario normal à 10% par an de croissance, on est sur une fair value à 491 $. Donc c'est-à-dire que voilà, personnellement, déjà que je trouve 491 $, c'est quand même c'est assez élevé. Personnellement, je pense que je suis assez pessimiste, de toute façon, vous l'aurez remarqué, mais je pense que j'achèterai pas MSCI en dessous, au-dessus des 480 $, 470 $ par là, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur un price to free cash flow de 32. Donc c'est à dire que si par exemple on baisse, aujourd'hui on est à 587, si on baisse par exemple à 400, allez on va dire 460, 470, ça nous fait une baisse de quasiment 20%. 20% si on est sur donc le price to free cash flow actuel, 20%, ça nous fait un price to free cash flow à 25, 26. Donc là pour le coup, je suis tout à fait c'est tout à fait possible pour moi de payer MSCI à un price to free cash flow de 25, 26. Donc une baisse de 20% personnellement. Ça serait dans l'idéal. Après, l'idéal aurait été d'investir en avril, c'est sûr, mais bon, à mon avis, je sais même pas, je pense pas d'ailleurs que MSCI va retoucher ce plus bas là de 440 $. C'est dommage, en tout cas. De toute façon, il y a d'autres opportunités sur les marchés. C'est pour ça que voilà, faut pas s'affoler dans tous les cas.
bah voilà, tout est cyclique et même si MSCI doit ou ne doit pas revenir sur ces niveaux-là, dans tous les cas, il y a d'autres opportunités, il n'y a pas de quoi s'affoler. Il faut surtout pas avoir le syndrome de l'objet brillant en bourse parce que bah voilà, enfin, si vous êtes concentré sur juste 5-6 valeurs et que vous attendez à chaque fois qu'elles baissent, etc., globalement, vous allez rien faire. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment sur... Enfin, le mieux est d'aller voir autre part, hein, sur d'autres marchés, notamment sur le marché... moi, j'aime beaucoup le marché asiatique, sur les small et mid cap. On est aussi le marché... suédois qui est très intéressant en Europe par exemple. Et donc voilà, donc il y a d'autres opportunités, il ne faut pas s'affoler, les small cap et mid cap sont très très intéressantes. Donc si vous voulez diversifier votre portefeuille sur ce segment-là, en tout cas voilà, c'est très intéressant, sachez que c'est très intéressant. En tout cas dans le portefeuille que j'ai montré tout à l'heure, justement, tac, voilà, celui-là, bah, on a la plupart des entreprises qu'on a sont des small et mid cap, on a aussi des large cap américaines, on n'en a pas beaucoup, on a surtout des small et mid cap, ce qui fait, faut savoir que moi 5% de mon portefeuille, enfin 50% de mon portefeuille, c'est que 5 actions. Et là-dedans, on a 3 small cap asiatiques qui représentent peut-être, je sais pas, peut-être ouais, 40%, 30 ou 40% du portefeuille, donc c'est quand même assez élevé. De l'autre côté, c'est grâce à ça que j'ai pu obtenir une grosse performance ces dernières années pour bah, largement surperformer le marché. Donc voilà, donc bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver la mind map de toute l'analyse dans la description, et si vous voulez voir l'analyse de MSCI, vous pouvez les voir directement sur ma chaîne. En attendant, nous on se dit à la prochaine.